Tout est politique, bonjour à tous, bienvenue sur i24 News. Cette semaine, la Tunisie, la page islamiste se tourne, mais Ennahdha reste le deuxième parti du pays. Christian Mallard, bonjour. Bonjour, c'est une certaine victoire de la démocratie. On va en parler. En France, Manuel Valls veut en finir avec une gauche passéiste, ce qui suscite, dit-on, des tensions avec le président de la République. Yves Tréhard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Est-ce que Manuel Valls veut aller jusqu'au bout de ses intentions? Est-ce qu'il va aller jusqu'au clash peut-être avec le président de la République? C'est la question. La politique, justement, il en sera question dans la seconde partie de l'émission avec notre invité Georges-Marc Benamou. Mais tout de suite, direction la Tunisie, acte 3 du printemps arabe. Il y a eu l'acte 1 avec le printemps arabe, l'acte 2, l'arrivée des islamistes au pouvoir, et là, une troisième partie avec justement un parti laïque tunisien qui arrive en tête lors des élections législatives. Christian Mallard, assiste-t-on à un scrutin démocratique? Oui, tout à fait. C'est une victoire de la démocratie. Vous savez, j'ai toujours tiré sur les islamistes, sur M. Hanouchi. Ça, c'est sûr. Et là, je m'aperçois, pour l'instant, je reste quand même prudent parce que les islamistes, on ne les transforme pas comme ça, je m'aperçois que M. Hanouchi s'est comporté en homme responsable. Est-ce que vous auriez imaginé, il y a 3 ans, que ce monsieur accepte de cohabiter aujourd'hui avec Ida Tounès, l'appel de la Tunisie, de M. Béji Caïd Essebsi, parti dans lequel il y a des anciens de chez Ben Ali. Donc, ce serait surréaliste. Eh bien oui, il va le faire. Mais il a réussi sa mue, je dirais, sur le plan de la communication, mais aussi il a renoncé finalement à être au pouvoir il y a 18 mois. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en échec complet. Échec sécuritaire, échec économique. Exactement. Et ce que j'ajouterais à ce que dit Yves, c'est que M. Hanouchi a compris les erreurs de la révolution en Égypte, parce que si vous voulez, ce qui a vraiment tout changé dans la perspective, dans la façon de faire de Hanouchi, c'est ce qui s'est passé en Égypte, le coup d'État de juillet 2013. Pourquoi? Parce que les frères musulmans en Égypte, qui sont ses amis, ont voulu instaurer un régime islamique avec la charia. Et lui, il a compris qu'après le coup d'État des militaires, il pouvait avoir de gros problèmes s'il faisait la même chose en Tunisie. Et je pense qu'il a tiré les leçons du changement de régime en Égypte pour se dire, attention, vaut mieux que je partage le pouvoir que de tout perdre. Et maintenant, les démocraties occidentales doivent impérativement aider la Tunisie, qui doit servir d'aiguillon aux autres pays arabes. Alors on va en parler, mais on va d'abord regarder justement que le deuxième parti est un parti de bons joueurs. Regardez. Jusqu'à maintenant, nous savons que Ida Tounès est en tête, et d'ailleurs notre vis-à-vis, c'est-à-dire l'Ennahdha, qui est le deuxième parti après Ida Tounès, le président de cet instant, ce parti vient de me téléphoner pour me féliciter de la victoire de Ida Tounès, et je les remercie évidemment, et j'ai beaucoup apprécié ce geste. Nous félicitons la Tunisie pour cet événement démocratique qui lui donne une position de leader dans le monde arabe et fait d'elle un phare pour le reste du monde. Nous nous félicitons de cela. Donc on a d'abord vu le parti vainqueur, là on vient justement de voir le parti d'Ennahdha qui arrive deuxième, des islamistes qui jouent bien. Est-ce que vous y croyez vraiment? Moi, pour l'instant, je crois sur le papier. C'est la preuve, c'est la première fois que j'entends M. Hanouchi ou des partis islamistes reconnaître leur défaite en général. Mais moi, j'ai toujours dit que les partis islamistes, il fallait toujours les déloger du pouvoir parce qu'ils allaient, une fois qu'ils y sont ancrés, on a du mal à les déloger. Là, je suis complètement démenti par les faits. Mais je reste prudent. Vous savez, un islamiste reste un islamiste. Peut-être que si demain, M. Béji Caïd Essebsi n'arrive pas à remettre la Tunisie sur des rails économiques solides et qu'il y ait des problèmes sociaux, on verra poindre les islamistes qui reviendront, ils vont ressortir de la réserve. Il y a quand même une particularité tunisienne dans le monde arabe. La Tunisie a toujours rejeté le salafisme. Ils n'ont jamais voulu se mettre sous la coupe du califat de Bagdad. Donc de M. Bagdadi. Oui, ça c'est le califat actuel, mais je parle du vieux califat de Bagdad. Ils ont eu un président probablement le plus avancé dans les idées démocratiques du monde arabe qui s'appelait Habib Bourguiba. Et en 1956, quand le code de la famille a été l'émancipation de la adopté en Tunisie, eh bien ce code était plus avancé pour les femmes
que ne l'était le Code civil en France. Donc vous nous dites, la Tunisie est un pays à part dans ce monde arabe. C'est un peu une exception dans le monde arabe depuis très longtemps. C'est l'exception aujourd'hui quand on regarde tout ce qui se passe autour. Regardez, l'Algérie, elle tient parce qu'il y a une armée très forte qui verrouille tout. Oui. Mais ce n'est pas la démocratie idéale, certainement pas. Et en même temps, vous avez le chaos en Libye, et on s'aperçoit que la Tunisie, qui est quand même voisine, arrive à faire autrement. Et on voit le résultat. Cela dit, ce que dit Yves est tout à fait juste. La Tunisie a toujours été un pays responsable, avec des gens d'une grande maturité, où j'ajouterais que la femme à laquelle je tire mon respect, je veux dire ma révérence, la femme a toujours été la plus émancipée du monde arabe grâce à Habib Bourguiba. Et je vous signalerai quand même qu'en Tunisie, les gens ont oublié que, même sous Ben Ali, 18% des PDG d'entreprises en Tunisie sont des femmes. Et là, les Tunisiens ont élu autant de députés femmes que de députés hommes. Hein. Bon, mais ils gardent quand même, les islamistes, une soixantaine de députés. Alors, il y a 80... Donc, c'est pas franchement... 85 sièges pour Ida Tounès, appelle la Tunisie, 69 sièges pour Enarda, parti de M. Ranouchi, parti de la Renaissance. Donc, M. Kaji El-Sepsi va devoir trouver un gouvernement d'union nationale avec d'autres partenaires, ça il les aura. Notamment des islamistes d'ailleurs. Il y aura sans doute des islamistes qui ont fait défaut dans le parti de M. Ranouchi qui vont se joindre à M. Essebsi. Maintenant, il va y avoir une cohabitation responsable et comme disait Yves tout à l'heure, il faut aider la Tunisie à aller de l'avant parce qu'aujourd'hui... comment vous dites qu'il faut l'aider comment? Il faut l'aider économiquement, il faut qu'il y ait peut-être plus, comme on l'a vu combien de fois à la télévision sur toutes nos chaînes, l'incitation des Français à aller en vacances là-bas parce que le tourisme est quand même... Et c'est bien effondré avec... C'est bien effondré ces dernières années parce qu'il y avait le manque de confiance avec les islamistes et je pense que là... Et les aider à combattre le terrorisme aussi parce qu'ils ont des djihadistes. Alors, l'État islamique a une place là-bas? Alors il y a quand même, oui, parce que je vais vous dire pourquoi. Il y a 2300 djihadistes qui sont aujourd'hui sur le terrain en Syrie et en Irak, qui sont d'origine tunisienne. Et c'est un vrai problème. Les islamistes, je me souviens de Ben Ali que j'avais rencontré une année, qui disait, vous savez, les barbus, je les ai vus venir depuis très longtemps. Il les avait vus venir parce qu'entre l'Algérie et la Tunisie, avec la porosité des frontières, les islamistes, le GIA en particulier, pouvaient s'infiltrer en Tunisie. Et ça, c'est une guerre permanente. GIA algérien. Allez, tout est politique. François Hollande en a marre de Manuel Valls. Manuel Valls a décidé de passer à l'offensive. Il s'en prend aux frondeurs et en appelle à en finir avec la gauche passéiste. On le regarde. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, nous nous rendons compte, nous, à gauche, nous socialistes, qu'il y a une réalité qui s'impose à nous et que nous devons changer et que nous devons changer, pas seulement nos conceptions, pas seulement des symboles, mais que nous devons assumer ce que nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons pas continuer ainsi avec ces fractures au sein de la gauche et qu'il faut réfléchir entre toutes les forces progressistes à construire une maison commune, une fédération, peut-être demain une formation politique commune, qu'il y a sans doute entre ces forces progressistes moins de différences qu'il y en avait il y a quelques années. Et au bout de ce processus, alors à ce moment-là, des questions comme le changement de nom peuvent parfaitement se poser. Yves Tréhard, Manuel Valls, est-il socialiste? Oui, bien sûr qu'il est socialiste, mais il est socialiste à sa façon. C'est-à-dire qu'il est socialiste de la deuxième gauche, comme on disait. Vous savez ce que dit Manuel Valls là? Il y a toujours eu deux gauches à l'intérieur du Parti socialiste en France, ceux qu'on appelle les classiques et les modernes. Les réalistes et puis ceux qui sont un peu plus utopistes. Lui, c'est un réaliste. Et lui, c'est un réaliste. Et ça fait longtemps. Regardez la position entre Mitterrand et Rocard. C'était en fait le même débat. Maintenant, ce qui se pose là, c'est que peut-être que la rupture va avoir lieu et que peut-être Valls va aller jusqu'au bout, là où Rocard n'est pas allé. Est-ce que ça peut durer 2 ans et demi? Parce que ça fait quand même 2 ans et demi d'échec du gouvernement Hollande, enfin de la présidence Hollande. Est-ce que M. Valls est en train de se positionner déjà comme le candidat anti-Hollande de 2017? Je ne suis pas devin, mais je ne pense pas que ça puisse durer 2 ans et demi. Je ne sais pas si Manuel Valls sera présent à la présidentielle de 2017. Ça me paraît un peu tôt pour lui. 22, plutôt celle d'après. 2022. Mais ce qui est sûr, c'est que il pourrait ne pas être Premier ministre de François Hollande jusqu'en 2017,
parce que, eh bien, il ne voudra pas... C'est pas son intérêt. Il ne voudra pas aller jusqu'à l'effondrement total, si vous voulez, de cette majorité qui est quand même très malade et qui, de plus en plus, sur tous les sujets, se divise. Donc, il ne veut justement, pas y être associé. Il ne veut pas y être associé, il ne faut pas qu'il écorne son image. Et il veut montrer que, justement, lui, s'il est prêt à aller jusqu'au bout. Donc ça y est, il mène sa barque. Il mène sa barque. Ce qui est étonnant, c'est qu'il tient pratiquement, il a peut-être les mêmes idées que celles qui ont été développées en privé par M. Montebourg ou Mme Filippetti, qui ont dit à plusieurs personnes en privé qu'il quittait le navire avant qu'il ne soit trop tard. Oui, sauf qu'il ne défend pas les mêmes idées. Non, mais d'accord, mais sur le fond, le principe. Bien sûr, mais je pense que Montebourg et Mme Filippetti et Hamon n'ont probablement pas... Donc les frondeurs. Les frondeurs n'ont probablement pas le même avenir que Manuel Valls. Parce que Manuel Valls, il incarne quelque chose. Même s'il est assez seul, en fait. Hein, parce que, oui, les trois autres, on dirait un peu des rebelles. Voilà, les autres sont des rebelles. Ils sont plus dans la doxa classique du Parti socialiste. Valls, il a quoi? Il a Macron, il a au gouvernement, il a Macron. Il a des alliés. Il a Rebsamen, il en a quelques-uns. Oui, c'est pas un maximum d'alliés. Voilà, et il en a aussi à l'extérieur du gouvernement. Il en a à l'Assemblée avec M. Carèche, M. Collomb, le maire de Lyon, qui pèse beaucoup. Et donc, il peut constituer une force. Je pense qu'il a l'ambition, Manuel Valls, d'être à la tête d'une force de centre-gauche qui irait même jusqu'à draguer des centristes de droite qui ne voudront pas aller dans un schéma trop droitier. Donc c'est quelqu'un qui pourrait aller à un moment ou à un autre au choc frontal avec un Alain Juppé qui peut aussi, lui, ratisser à gauche. Alors, vous allez vite, sauf qu'Alain Juppé, il mise 2017. Je pense que Manuel Valls, lui, se prépare pour 2022. Alors, vous disiez tout à l'heure que Manuel Valls donc, menait sa barque. Là, on l'a vu dans l'extrait que nous venons de passer. Il est en train de présenter un nouveau parti socialiste. Et dans tout ce contexte, François Hollande on a marre, il en a assez de ces petites phrases de Manuel Valls. Et vous avez eu l'occasion justement de recueillir par-ci par-là des informations sur ce que dit François Hollande en coulisses. Manuel Valls, il veut pas prendre le Parti socialiste, il veut un nouveau parti de gauche. Il serait même prêt à faire le sacrifice du mot socialiste. Hollande est très énervé. Pourquoi? Parce que Hollande, il veut montrer par-dessus tout et il veut que les Français voient que c'est lui le patron actuellement, en tous les cas, c'est lui le président de la République. Qu'il n'y a pas à la tête... 13%. Voilà, oui, mais qu'il n'y a pas à la tête de l'État une espèce de diarchie avec deux têtes, comme le redoutait quand il a fait la Ve République le général de Gaulle, qui a toujours dit que le Premier ministre était à sa place et que c'était le président de la République qui conduisait, qui menait la France vers l'avenir. Eh bien, François Hollande entend être ce chef-là. En gros, c'est moi qui décide et c'est lui qui exécute. C'était la phrase de Chirac, vous vous souvenez, vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, pendant le deuxième mandat de Chirac. Mais alors donc, il exprime en coulisses qu'il en a marre, que Manuel Valls fait un peu de com, mais... Il l'exprime aussi publiquement, parce que vous savez, il y a eu un épisode qu'il faut vraiment relever. François Hollande a remis la Grand Croix de l'Ordre du Mérite à Manuel Valls. C'est un exercice, au bout de 6 mois de Matignon, tous les premiers ministres ont droit à cette décoration. Généralement, c'est une cérémonie qui a lieu en privé. Oui, elle est très discrète. Et là, François Hollande a voulu qu'elle soit publique. Mais pourquoi? Mais parce qu'il voulait que les caméras soient là, que les micros soient là, et pour faire un discours où il n'a pas arrêté de lancer des piques. Et de le remettre à sa place. Et de le remettre à sa place, notamment une pique, il a dit, vis-à-vis de... Vous savez que une des idoles, si je puis dire, de Valls, c'est Clémenceau. Et qu'est-ce qu'a dit Hollande? Il a dit, je sais que vous avez beaucoup d'admiration pour M. Clémenceau. Clémenceau, qui a été un grand homme politique, mais qui n'a jamais été président de la République. Et voilà, c'est lancé. Voilà, lui. Oui, mais encore une fois, est-ce que cette tension dont nous parlons là peut durer encore 2 ans et demi? Je pense que c'est pas possible. Je crois que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On verra, je ne suis pas devin, mais je pense qu'effectivement, on peut se poser la question de savoir si Valls va aller jusqu'au bout du quinquennat. Tout est politique. Les images de la semaine. Christian, votre image de la semaine, c'est Petro Porochenko qui, avec un score pitoyable, non pas un score pitoyable, pardon, concernant les amis de M. Poutine. Oui, non, Porochenko, si vous voulez, incarne les pro-occidentaux qui ont raflé 70% des suffrages en Ukraine. Donc il y a tout un ancrage de l'ouest de l'Ukraine qui est pro-occidental, qui va venir du côté de l'Occident.
Et surtout, ce que je note, c'est que les amis de M. Poutine, ou les anciens amis qui étaient là au pouvoir il y a encore quelques temps, comme Viktor Yanukovych, n'ont enregistré que 7,6%. Donc j'ai tendance à dire qu'à l'Ouest, le communisme poutinien est mort, mais malheureusement, à l'Est, il y a quand même 3 à 5 millions de personnes qui n'ont pas pu voter. Il y a les séparatistes pro-russes, dont l'élection qui va avoir lieu en novembre sera validée par M. Poutine. Donc on a quand même une Ukraine divisée, c'est pas très bon, mais en même temps, on voit bien qu'il y a quand même une grande partie qui veut son ancrage à l'Ouest. Yves, votre image de la semaine, c'est le retour du Sphinx et il s'appelle Alain Juppé. Et oui, Alain Juppé, dont on pensait qu'il n'avait plus d'avenir politique parce que, eh bien, il n'était pas aimé des Français, il avait eu des problèmes avec la justice grandement dus à Jacques Chirac. Eh bien, Alain Juppé nous fait un retour assez tonitruant. Il est candidat à la présidentielle de 2017 s'il passe le cap des primaires, évidemment, de 2016. Et il fait une apparition, une sortie, un retour qui est très apprécié, en tous les cas par les sondages et par les Français. Il semblerait que, eh bien, il ait changé et que de tous ceux qui à droite prétendent à l'Élysée, c'est celui qui a le plus changé. C'est le fusible nouvellement branché. Merci, voilà. Merci beaucoup, merci messieurs, merci Yves d'avoir été parmi nous cette semaine. Vous restez avec nous juste après les infos. Nous serons avec notre invité Georges-Marc Benamou. À tout à l'heure.